Daniel Faujon. Alors, c'est Gilles Perrin qui est attendu. Bien, je vais vous lire un texte écrit par Patrick Aurénic et que certains d'entre vous ont déjà entendu lundi soir. Naître, grandir et passer le bac dans la ville de Sénaboum, foyer carnute de la révolte anti-romaine en 54 avant Jésus-Christ, donne, semble-t-il, un goût pour la révolte, peut-être même pour la révolution. Cher Daniel, à condition qu'il n'y ait pas trop de morts ni même de blessés. Voilà ce qui vient à l'esprit en premier en ce qui concerne ce Gaulois qui fut longtemps chevelu et parfois moustachu. Daniel fréquente avec une assiduité modérée les classes préparatoires scientifiques de la SUP à l'Institut Louis Lumière, qui enseigne au futur Louis Lumière le son juste et l'éclairage approprié. Il y acquiert par ricochet deux qualités, la parole juste et le don d'un éclairage approprié. En 1975, Daniel est happé par le devoir patriotique qu'il accomplira comme projectionniste, non pas d'obus ou de missiles jetés à la tête de l'armée rouge, mais pour réaliser quelques images bien senties pour le compte de la Grande Muette qui, à l'occasion, plébiscitait le cinéma parlant afin de persuader les tièdes appelés à servir la patrie en danger. La même année, Daniel apparaît dans un film de Dimitris Kolatos, Le Banquet, film qui sombrera dans l'oubli le plus total aussitôt sorti. La prometteuse carrière d'acteur de Daniel s'arrêtera là. Repéré par Georges Accard à la même période, Daniel fait partie à l'école des pionniers de ce que l'époque appelait l'audiovisuel. Il est l'homme du CFTV, autrement dit du circuit fermé de télévision. L'opération consistait à filmer et à diffuser en direct les cours des professeurs. La maîtrise du temps différé avec l'enregistrement vidéo dès la fin des années 70 a permis d'autres travaux moins contraignants. Puis, différentes émissions comme Parle Talent Doc ou bien Galiléo Galilei ou encore La Magnificence des Médicis. Il tourne même une adaptation de la parure de Maupassant. Plus surprenant, une classe du petit collège qui a travaillé avec lui une année entière sur le retraitement des déchets reçoit le prix Mickey. Et là, Daniel a dû réviser son anti-américanisme primaire et il s'y est attelé si bien qu'à cette époque, il ne parlait que de Donald, de Dingo, de Flip la grenouille et d'Oswald le lapin chanceux. Notons qu'une vingtaine d'années plus tard, non satisfait de son salaire à l'école et songeant déjà aux aléas des réformes des retraites à venir, Daniel était devenu dans sa vie parallèle entrepreneur en créant une société de production de clips vidéo. L'idée était simple, faire chanter à des enfants des chansons pour enfants. Sa société a prospéré. Plusieurs semaines disent les modérés, quelques mois disent les plus optimistes, sous le nom de Clipounet. Son plus grand tube en était l'araignée gypsy. Si, l'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Texte à haute portée pédagogique. On y met en garde les enfants devant l'escalade des gouttières en temps de pluie. Bon, revenons à l'école. Heureuse époque où la foi dans la vertu d'une étrange lucarne maîtrisée promettait des jours meilleurs à la pédagogie. Époque d'enthousiasme où Daniel passe de journaux télévisés réalisés par le petit collège au mini-mémoire sur le Quercy ou Florence. Cette activité s'est poursuivie avec différents collègues, si bien que Daniel a non seulement couvert les événements de l'école, mais a formé, l'air de rien, des générations d'élèves à la prise de vue et au montage. Il est passé de la cassette Philips à la Betamax, de la caméra Super 8 à la caméra vidéo, et, en ce qui concerne le montage, du scotch au logiciel vidéo. Aucune évolution technologique ne lui a résisté. D'ailleurs, tout dernièrement, il aurait fait voler une GoPro
emporté par un drone au-dessus du château d'Elmo, dans les Alpes de Bavière, qui abritait les dirigeants du G7. Logiquement, cela aurait dû le faire ficher par le ministère de l'Intérieur, et cela aurait été fait sans aucun doute si des fonctionnaires qualifiés n'avaient pas constaté que sa fiche s'y trouvait déjà depuis fort longtemps, de fait de ses activités militantes au sein d'organisations bien louches, Attac, Sundep, j'en passe. Car, arguant que l'homme peut bien avoir gardé quelques convictions, même au début du XXIe siècle, sous prétexte que l'homme existe dans ses actes tout autant que dans sa chair, en prétendant que le vivre ensemble suppose quelque solidarité, Daniel a trouvé dans l'engagement syndical et la connaissance du droit du travail le moyen de servir avec rigueur et pugnacité ses collègues. Il y a peu de personnes ici qui ne l'ont pas un jour ou l'autre interpellé par « Au fait, Daniel, pour cette question de… » Alors, il prend le temps d'expliquer, de dire la complexité des choses, de proposer la tactique à suivre. Élu depuis 1978 sous l'étiquette CFDT, puis, beaucoup plus grave, Sundep, dont il devient le secrétaire général en 2008, il a négocié la convention intérieure de l'école, puis l'accord des 35 heures. Parallèlement, il s'engage, c'est le compte, dans le mouvement Attac. Je vous avais prévenu, il est de ces personnes qui ont une vision du monde guidée par des idées. Il nous invite à penser plus globalement la société et la solidarité. Il est aussi capable de nous dire son désaccord lorsqu'il y a lieu. Enfin, Daniel est également membre de la gauche Cactus, qui rassemble, selon le slogan, ceux qui veulent tropicaliser la gauche congelée. Peu de gens sont au courant, mais Daniel est un farouche partisan du réchauffement de la planète. Son attachement au syndicat Sud en est l'un des effets. Et plus il y fait chaud, plus Daniel s'y sent à l'aise. Pour saisir réellement l'âme de l'individu, il faut avoir visité son bureau mansardé du pavillon de direction, dernier lieu non aseptisé de l'école. La peinture s'y écaille, et par plaque. Une fontaine de paliers témoigne des commodités d'un autre âge. La pièce est surchauffée par les ordinateurs, les placards dégorgent de câbles, de cassettes, de prises de toutes sortes. Il y loge son grand corps et opère calmement, régnant sur ce fouillis impénétrable à d'autres. Lorsqu'il s'agit d'élaborer un projet de tournage, il prend le temps d'écouter, de vous interroger et de s'interroger lui-même pour à la fin se saisir du projet et le faire sien. Technicien hors pair, il sait que l'ingénierie ne vaut que si elle est au service de l'humain. Patrick Orénic, François Collodier, Pascal Duhaut, moi-même, avons toujours éprouvé cette confiance tranquille qu'il inspire. Son départ à la retraite, concordant avec celui de son acolyte Michel Lagouge, est annonciateur de quelques changements pour nous qui restons. En effet, une fois le départ de Daniel et Michel devenu effectif, c'est-à-dire dès la rentrée prochaine, plusieurs améliorations sont prévues par la direction afin d'assurer une plus grande efficacité de l'école dans sa mission humaniste. Instauration de journées pédagogiques, je vous préviens, de journées pédagogiques tous les samedis d'année, y compris pendant les vacances, à l'exception toutefois du samedi saint qui sera dédié au recueillement et à la méditation collective dans la cour des cinquièmes. La présence du corps professoral et du personnel navigant sera obligatoire sous peine de réduction salariale pouvant aller, en cas de récidive, jusqu'à 65%. Les 35 heures seront abolies par décret et remplacées par une semaine de 46 heures pour le personnel. Cela produira un souffle nouveau et inscrira définitivement l'école dans la modernité. Toutes ces mesures, nous le savons aujourd'hui, ont été prévues de longue date, mais il semblait pertinent à la direction d'attendre le départ de Daniel Faugeron et Michel Lagouge pour les mettre en application. On se demande bien pourquoi.
Bonsoir. Les plus observateurs parmi vous, devrais-je dire les plus observatrices, auront remarqué que je porte une cravate. C'est une attention que j'ai pour Madame de Panafieux, qui, ici même, il y a quelques mois, alors que je lui ai proposé d'épingler un micro-cravate au revers de son chemisier, pour une conférence sur Florence, m'avait fait remarquer qu'elle ne m'avait jamais vu avec une cravate à l'école. Vous en souvenez plus? Alors voilà, c'est réparé. Alors je dois vous dire que je suis sincèrement très honoré que ce soit François Colledier, parce que c'est lui qui a lu ce texte que vous venez d'entendre, il l'a lu lundi, et il devait le lire aujourd'hui, mais il est absent. Donc que ce soit François Colledier et Patrick Ourennick qui aient rédigé l'hommage que vient de lire Gilles Perrin. Parlons d'abord de Patrick, je m'occuperai de François et Gilles un peu plus tard. Je suis très honoré parce que, rendez-vous compte, Patrick s'est payé le luxe d'obtenir en Tchéquie l'équivalent du prix Goncourt lors de la sortie de son premier opus, Europeana, une brève histoire du XXe siècle, livre tchèque le plus traduit à travers le monde jusqu'à ce jour, adapté par près d'une trentaine de troupes de théâtre. Patrick, qui lors des rencontres auxquelles il est invité, est attendu comme le messie par les participants, j'en ai pu être le témoin. Patrick, enfin, qui vient de recevoir le prix national tchèque 2014 de littérature, remis par le ministère de la Culture. L'école alsacienne compte dans ses murs cet encore jeune talent. Et savez-vous à quoi l'école alsacienne, qui n'en finira pas de m'étonner, emploie cet individu pour près de la moitié de son temps à surveiller la salle informatique. Alors ce n'est pas que la surveillance de la salle informatique soit une tâche déshonorante, mais lorsqu'elle prive Patrick de pouvoir continuer à nous accompagner, François et moi, dans la réalisation des épisodes de la série Histoire, ou de terminer l'entretien que nous avait accordé Georges Accard, ancien directeur de l'école, on se dit que nous sommes devant un cas manifeste de sous-exploitation du personnel, ce qui, vous l'avouerez, est plutôt paradoxal de nos temps. Je suis d'autant plus honoré que l'exercice littéraire auquel vient de se livrer Patrick n'est pas vraiment sa tasse de thé, qu'il ne la renouvellera probablement pas d'aussitôt, et que l'animal est doté d'un poil qui s'apparente davantage à celui du sanglier plutôt qu'à celui du lapin angora. Pour Patrick, l'amitié est aussi sélective que sacrée. Si j'ai bien prêté ma voix au grand Saint-Éloi du bon roi d'Agobert, à Cadet-Roussel, ou au grand cerf qui, dans sa maison, regardait par sa fenêtre un lapin venir à lui, je n'ai pas souvenir d'avoir joué dans un film d'un réalisateur grec. Alors je croyais y voir là une des facéties de Patrick, facéties qui l'ont conduit par exemple à écrire un petit opuscule intitulé « Traité de bon usage de vin », qu'il a réussi à faire passer auprès des meilleurs spécialistes pour un authentique ouvrage de François Rabelais. L'auteur est François Rabelais. Mais non, le film Le Banquet existe bien et compte parmi ses acteurs un certain Daniel Faugeron. Patrick aura été trompé car il s'agit tout bonnement d'un homonyme. Alors pour le reste, tout est vrai à quelques détails près. Alors ce qui est vrai, c'est que j'ai 2 casquettes à l'école. Vous l'avez rappelé, monsieur le directeur. Et il y a quelques jours, une de vos collègues me demandait « Mais qui va te remplacer à l'école ?» Et alors que je lui répondais « Christian Saury », je crus voir dans ses yeux comme une sorte d'étonnement qui, sans pour autant aller jusqu'à la panique, manifestait une certaine inquiétude. En fait, je compris assez rapidement qu'elle voulait parler de mon remplaçant sur le plan syndical. Ce qui, ce ne sera pas faire injure à Christian Saury que de le dire, expliquait pourquoi ma réponse avait plongé dans cet état de perplexité. Ce que je voudrais avant tout dire, c'est que j'ai été heureux dans cette école alsacienne. Et si une panne de micro, et c'est vrai, j'ai écrit ça, et si une panne de micro survenait à cet instant, cela n'aurait pas trop d'importance car j'aurais presque dit l'essentiel. Heureux parce que libre.
tout autant sur le plan professionnel que sur le plan syndical. Ainsi, j'ai pu travailler sans entrave, avec qui je voulais, adulte comme élève, sur les sujets de leur choix ou de mon choix, le temps qu'il m'apparaissait nécessaire. Je n'ai jamais eu de compte à rendre à la direction. De même, lors de l'accord sur les 35 heures, ni M. Fuchs, alors directeur, ni Mme de Cannet, Mme Morin à l'époque, ni M. de Panafieux ne m'ont fait une quelconque réflexion sur le temps que je prenais pour travailler à cet accord, le rédiger, le négocier. Question de confiance, sans nul doute. Heureux parce que, après avoir franchi pour la première fois la porte d'une école dont je n'avais jamais entendu parler, je me suis vite rendu compte que j'entrais dans une sorte de ruche débordante de talent. Le timide jeune homme de 22 ans que j'étais, sorti des bancs du lycée à peine 4 ans plus tôt, allait aider des professeurs à préparer des émissions de télévision. Et quel professeur? Bernard Le Cerf, qui me faisait découvrir les planches des prisons imaginaires de Piranèse au son du Requiem de Verdi. Louis Hamon, Pierre Lamy, qui invitait un de ses amis comédiens à venir incarner les deux personnages de La torture par l'espérance, ce conte cruel de Villiers-L'Isle-Adam pour lequel nous essayions alors, Pierre et moi, de produire des images aussi glaçantes et terrifiantes que le texte lui-même. Jean-Marie Catonnet. Je regardais quelque peu médusé Jean-Marie Lazerge et Gérard Rossel s'écharper autour de la question du barycentre centre d'inertie. L'un défendant le point de vue du mathématicien, l'autre celui du physicien. Mes années de sup et spé ne m'avaient pas permis d'imaginer un jour assister à un tel affrontement. J'avais oublié Georges Accard, qui bien sûr faisait une émission sur la Languedoc, mais aussi avait déguisé ses élèves en vieillards pour leur faire interpréter les Catholiques Carmina de Karl Orff. Un beau matin, je vis débarquer, guitare à la main, un jeune homme de mon âge qui me demandait si je voulais bien faire la prise de son de ses premières chansons. Il s'agissait de Philippe Garnier, fils d'Odette Garnier, alors conseillère principale d'éducation. Le suivre quelque temps était pour moi un réel plaisir tant il était bourré de talent, et sa disparition précoce n'en aura été que plus cruelle. J'ai eu aussi le privilège de me promener caméra à la main au milieu des tuyaux de l'orgue de l'église Sainte-Clotilde. Pierre Cogène, professeur de musique, était également organiste co-titulaire de cet orgue. Expérience unique que de s'enfoncer dans cette forêt, tandis que Pierre Cogène interprétait le début des préludes, fugues et variations de César Franck, lui-même titulaire de cet orgue quelques cent ans plus tôt. Des souvenirs aussi avec Vassili Karist, l'adaptation de Lorenzaccio d'après Marguerite de Navarre, et l'année précédente, celle de la parure de Maupassant, avec toute la classe de Vassili interprétant la scène du bal dans l'ancienne salle de projection, devenue par la suite la salle de musique du Petit Collège. Joël Bellassène et ce film que nous avons réalisé sur l'expérience de l'apprentissage du chinois qu'il menait au Petit Collège. Ce film, Joël l'a utilisé maintes fois tout au long des multiples conférences qu'il a pu donner, jusqu'en Chine, où la télévision s'en est emparée pour en faire une version, curieusement réapparue un jour sur les antennes de France 3 Alsace. Je ne vous dis pas, au terme des multiples traductions, comment l'école alsacienne était retraduite en français. C'est également au Petit Collège que Cécile Nivet, je pense que personne ne se rappelle de Cécile Nivet, alors documentaliste au Petit Collège, m'a sensibilisé au parti que les plus jeunes élèves pouvaient tirer de l'existence d'un circuit vidéo à l'école. Par la suite, c'est avec Hélène Catroux et sa classe de 8e 4 à demi-effectif que je réaliserai de nombreux sketchs vidéo. Plus tard, c'est encore avec une classe de 8e, celle de Patricia Écart, que nous ferons ces journaux télévisés, Info 8, qui étaient projetés aux autres classes du collège, du Petit Collège. Il me faudrait aussi mentionner tous les films réalisés avec les classes de Dominique Deplus, Jean-Dominique Vinchamp, Gisèle God, Martine Croc, Annie Boutseul. Et puis Bernard Devigne, que j'avais entraîné dans cette aventure des clipounets. Dessins animés et karaoké pour crèche et maternelle. Patrick Orednik, lorsqu'il était animateur du foyer et que nous avions mis en place une borne interactive. Également tous ces élèves qui, profitant d'un trou dans leur emploi du temps, venaient squatter le studio et la régie pour faire leurs premières armes en vidéo. En 1974, c'est-à-dire l'année où je suis arrivé à l'école, Olivier Finsilbert, qui est le père de Maurice Finsilbert, qui vient de passer son bac, Olivier Finsilbert réalisait un documentaire sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle,
qui venait d'être inauguré. 5 ans plus tard, Pascal Guéné et 3 de ses camarades partaient à Florence avec le premier magnétoscope portable de l'école. Le film qu'ils en rapportaient ne correspondait pas tout à fait aux attentes de la direction. Vous comprendrez pourquoi en allant regarder ce film sur le site de l'école. Et puis il y aura Yann Le Gargant, avec son acolyte Philippe Mack, Mathias Gokalp, qui interprétera Mao Tse-tung dans un documentaire sur la Longue Marche, lequel Mathias Gokalp réalisera Rien de personnel, avec comme acteurs Jean-Pierre Daroussin et Denis Podalides, Antoine Denis, qui après avoir réalisé en seconde Rien ne sert de mourir, un pastiche des films de James Bond, se lancera en première dans l'adaptation de Quartier perdu, un roman de Patrick Modiano. Il était en première, lui, il n'était pas ministre de la Culture. Pendant toutes ces années, j'ai été secondé par Claude Lévy-Alvarez. D'ailleurs, c'est à cause de lui que je suis devenu syndicaliste, je précise. Parce que je n'y étais pas du tout prédestiné, contrairement à ce que certains croient. Donc Claude Lévy-Alvarez et surtout Françoise Catonnet. Claude nous quittera pour aller enseigner le français à l'université d'Hiroshima, où il sévit toujours, et Françoise me prêtera main forte pendant quelques 15 années, avant, peu à peu, de rejoindre le CDI. À la fin du siècle dernier, je me retrouvais seul. Les deux salles de classe qui nous servaient de plateau et de régie se trouvaient réduites à un bureau qu'a décrit Patrick. Mon travail alors changeait pour devenir plus institutionnel. Je serai bref sur mon engagement syndical à l'école, parce que le directeur en a parlé suffisamment longuement. Même s'il apparaît très tôt sur le registre des délégués du personnel, et même si je suis signataire de la convention intérieure de l'école, sachez que jusqu'en 1998, je n'étais qu'un délégué sans trop d'envergure. C'est véritablement la négociation de l'accord sur la réduction du temps de travail qui a été pour moi la révélation. J'y ai appris à travailler sur des textes de loi parfois ardus, à négocier, à convaincre, à mobiliser. Cela en compagnie notamment de Martine Homel et de Laurence Karznia. Cette mobilisation s'est faite aussi avec le soutien du personnel, non seulement les salariés de l'école, mais aussi tout le personnel enseignant. Une belle aventure humaine. Et puisqu'elle quitte l'école en même temps que moi, un mot aussi pour Madame de Cannet. Le terme de partenaire social m'écorche en principe les lèvres. Pourtant, malgré tous les affrontements, parfois musclés, auxquels nous nous sommes livrés, je l'accorderai volontiers à Madame de Cannet, car j'ai trouvé en elle une force de travail et une compétence qui ont grandement facilité la mise au point de tous les accords que j'ai pu signer par la suite avec messieurs Fuchs et de Panafieux. 35 heures, senior, nouvelle grille des adjoints d'éducation et j'en passe. Et je ne crois pas trop m'avancer en disant que nous nous portons une estime mutuelle sur ce plan-là. Si j'ai été heureux à l'école, c'est grâce à la richesse de toutes les rencontres que j'ai pu y faire, mais c'est aussi parce que j'ai pu apporter à l'extérieur de l'école un peu de ce que j'y ai appris et de ce fait m'y épanouir à l'extérieur. Parce que les différents directeurs que j'ai connus ont eu l'intelligence de comprendre que ce que je pouvais faire en dehors de l'école, l'école en tirerait bénéfice. Et que même si parfois mes activités extérieures ont un peu amputé mon temps de travail, ce temps n'a pas été du temps volé à l'école. J'ai suivi les cours d'analyse cinématographique de Jean Douchet à Jussieu, j'ai fait de la radio libre en 80, chanté dans des chorales, participé à des négociations, des congrès lorsque j'avais des responsabilités nationales au sein de mon syndicat ou encore à Attaque France. Mais c'est l'école qui m'a permis d'acquérir l'assurance nécessaire pour participer à toutes ces expériences. Mais l'école aussi, je pense, en a retiré quelques bénéfices. Je disais qu'à la fin des années 90, mon métier avait changé. Mais ces toutes dernières années, j'ai retrouvé le bonheur de pouvoir à nouveau travailler avec des élèves. Grâce à Pascal Duhaut, qui m'a invité plusieurs fois dans ses cours pour initier ses élèves au langage cinématographique. Et hier, j'ai reçu une grande carte de la part de ses élèves de 3e 2, avec lesquels nous avions réalisé des pensées slamées. Elle était remplie de tous leurs petits messages où ils témoignaient de leur tristesse de me voir partir et me souhaitaient une retraite heureuse. C'était aussi émouvant que tous les messages que vous m'avez laissés et que j'ai lus lundi soir. Et puis il y a Gilles Perrin et ses élèves de l'option cinéma.
Gilles Perrin est quelqu'un qui me donne des complexes. C'est une véritable encyclopédie vivante du cinéma. Je n'ai jamais connu une personne avoir une telle mémoire des films, réalisateurs, acteurs, actrices, capable de citer telle ou telle séquence pour illustrer l'un de mes propos lorsque je parle à ses élèves de la signification d'une grosseur de plan, d'un mouvement de caméra ou d'un cadrage. Le livre « Un siècle de cinéma » que j'ai reçu en cadeau lundi va peut-être me permettre de me décomplexer vis-à-vis de Gilles. Mais surtout, la collaboration avec Gilles est bougrement efficace. Et nous sommes dans la recherche perpétuelle de la meilleure formule à proposer aux élèves pour leur faire découvrir en 3 ans toute la richesse du langage cinématographique. Et quel plaisir, lorsque nous les emmenons en Sologne, en Normandie ou dans le golfe du Morbihan, de voir leurs plans tourner, leur montage s'améliorer journée après journée, preuve concrète que les conseils que nous leur prodiguons portent leurs fruits. J'en terminerai avec François Collodier, que j'ai appris à découvrir lors de la réalisation de cette série Histoire, Histoire. Quel plaisir aussi de travailler avec lui. Que d'heures passées à tenter de ramener à 5 ou 6 minutes un entretien de plusieurs dizaines de minutes, tout en préservant l'essentiel du propos et de sa cohérence, voire à en redonner une de cohérence lorsqu'elle manquait. Que de discussions politico-philosophico-historiques dans lesquelles ces montages nous ont entraînés. Et que de fou rire aussi. Le plus bel hommage qu'a pu me faire François, c'est de m'avouer qu'il n'envisageait pas de continuer la série Histoire avec quelqu'un d'autre que moi. François et Elsa Sup. Évidemment, on ne peut s'empêcher d'y penser. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'en faire état, pas plus que de tous les événements qui ont déchiré le Grand Collège cette année, pas plus que de parler du climat qui sévit au Petit Collège. L'école se sortira de ses impasses. Les institutions s'en sortent toujours mieux que les hommes et les femmes. Il ne faudrait pas que ce soit à n'importe quel prix, que dans le bilan des pertes et profits, on tienne compte de l'humain. Je salue nos délégués qui n'ont pas une tâche facile, et plus particulièrement parce que leur action n'apparaît pas dans la lumière, Anne Couraille, Margarita Franchi et Karine Roger. Je voudrais terminer sur une note humoristique. J'espère qu'elle sera prise comme telle. Je voudrais innover dans la tradition et m'inscrire ainsi dans la devise de l'école. La tradition consiste à ce que le groupe Contact offre un cadeau aux futurs retraités. Eh bien moi, je voudrais innover en offrant un cadeau à l'école. Et donc au président du conseil d'administration. Bon, c'est un modeste cadeau. Il s'agit d'une boîte à caramel. Alors les plus anciens auront compris. Aux autres, je préciserai que l'école alsacienne a longtemps été dirigée par un directeur qui s'appelait M. Accard et un censeur qui s'appelait M. Hamel. Et les élèves espiègles, comme chacun sait, avaient surnommé l'école alsacienne la boîte Accard-Hamel. Alors cette boîte à caramel, je l'ai bien entendu acheter. C'est-à-dire que j'ai sorti quelques euros pour en faire l'acquisition. Et malgré cela, influencé certainement par mes fréquentations intermondialistes, j'avais prévu de mettre un carton, mais j'ai oublié, acte manqué, sur lequel j'avais inscrit « La boîte à caramel n'est pas une marchandise ». Puisque vous me faites un cadeau, il est normal que je vous remercie.
En constatant d'abord que vous m'offrez une douceur, en constatant deuxièmement que je suis en total et parfait accord avec vous sur le fait que l'école n'est pas une marchandise. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au conseil d'administration qui s'est tenu très exactement lundi 15 juin, c'est-à-dire il y a moins de 10 jours. Et puisque vous m'en donnez ainsi l'occasion, je me permettrai d'envoyer la communication intégrale à l'ensemble des collaborateurs de l'école, puisque apparemment la relation qui a pu en être faite semble avoir été mal comprise. C'est sûrement que je me suis mal exprimé. Donc vous verrez que là-dessus nous sommes en parfait accord. Enfin, dernier élément, je connaissais ce très joli calembour Dakar et Hamel. Je le connaissais d'autant plus que et Georges Accard et Jean-Pierre Hamel m'avaient, depuis le premier jour où j'ai pris des responsabilités à l'école, toujours apporté leur soutien officiel ou officieux. Et je garderai pour moi les témoignages que l'un et l'autre m'ont écrits à de nombreuses reprises. Donc, en ce sens, je me sens très, très, très modestement dans la continuité dans laquelle vous m'inscrivez. Merci beaucoup. Tu n'y échappes pas. Nous aurions pu la choisir blanc cassé, assortie à la veste. Mais J'en profite pour remercier les deux personnes qui s'occupent du groupe Contact, c'est-à-dire Romain Borelli et Christine Arieux, parce que voilà, ils font tourner le groupe.